applaudissez. Alicia Moss, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous, bienvenue pour notre quatrième causerie. On va vous proposer notre perspective de la vie locale d'Oncamel. Ça traite un petit peu des commerces, principalement, et puis de la vie qui s'écoulait dans les années 50, on va voir, même un petit peu avant. Donc vous avez un diaporama, 70 photos environ. Et puis on compte sur vous pour nous aider à commenter ces photos, parce que ça nous manque à des fois des éléments, point de vue nom, point de vue situation, etc. Donc on compte sur vous pour nous faire avancer dans nos recherches. C'est bon. Alors vous voyez donc l'aspect de la vie locale, donc je vous l'ai dit tout à l'heure 1950, mais il y a des photos plus anciennes. Hein. Mais en principe c'est 1950-1980 à peu près. Les photos chauds, l'Iroquois, le Père du Valois, c'est les différentes effigies des cafés, des restaurants. Alors ça c'est l'histoire d'un café que vous avez peut-être entendu parler. C'était le café de la mer Gascogne. La mer Gascogne se situait à peu près, pour vous donner la situation, entre la mairie et la salle des fêtes actuelle. Alors là c'est une liste d'un petit peu des cafetiers que vous avez eu, donc par exemple au Café des Sports, le restaurant des Grands Pins. Ça appartenait à la SARL Berry et Loisirs, donc de 72 à 89.
Ensuite à Richard Bouton de Châteauroux. Ensuite on a eu Patrick Sédier jusqu'en 2012. Donc le café-restaurant Michaud, hein, donc 1949. Un peu. Alors l'oreille du bois, Non, donc il y a Monique qui est là. Monique est là. Ouais. D'accord. Alors là on arrive aux boulangeries. Alors, donc, un des premiers boulangers recensés, donc juste après la Révolution, ou même avant, 17. Gilles, il peut nous commenter. Ah non, moi j'y étais pas, mais j'ai bien identifié mon père. Là. Alors ton papa c'est lequel? En haut, là. Tout en haut, voilà. C'est lui qui fait les foulard de germes. mouchoir. Alors moi je peux vous identifier celui de droite, Oui, c'est Gilbert Laluc, frère de maman. complètement à droite. Oui. D'accord. C'était si grand que ça. Oui. Je pensais que t'allais dire qu'il était. Il y avait l'autre camp, mais je pense pas que ce soit. Ah, pourquoi pas. Voisin. Après Daniel Lagoutte, Jean-Louis Hamilton, Daniel Lucas, Christian Thierry, Michel Bonnet, Francis Mercier, Maurice Berger, Antoine Barré, maintenant je le dis Antoine Barré, c'est son frère. Antoine, l'autre c'est Charles, on a la Charles, c'est pas Charles, Jacques, ouais, ah oui, parce que Jacques Barré est à côté. Antoine Barré, Jacques Barré, Raymond d'Orangeau, à côté de Raymond d'Orangeau, je sais pas qui c'est là. Charles Barré, ben si, pourtant j'ai Charles Barré à côté. Charles Barré, ouais. Donc Maurice Diez, Michel Berger, et toi, c'est bon? Jean-Claude Lechat, Daniel Berger, et puis le dernier, je sais pas. Jean-Claude Lechat et Daniel. Oui, d'accord. Ok. Alors en dessous, Nicole Lechat, Antoine Berger, Didier Lagoutte, Jean-Pierre Bourré, Michel Toury, Aimé Mercier, Roger Tauvy, Bernard Michaud, Dominique Parado, Claude Pallereau, Annie Toury et Solange Berger. Bien, alors si vous avez des questions, des réflexions, si vous avez des photos, si vous avez des anecdotes, on est tous preneurs d'informations qui sont précieuses pour pouvoir faire des choses en projection. Bien, bonjour les enfants, merci d'être avec nous cet après-midi. Donc après André et Antoine, donc moi je vais vous donner un petit éclairage. Alors peut-être que vous allez trouver ça un peu moins concret, moins cool, mais en fait essayer de vous faire comprendre que aujourd'hui un enfant, tout enfant donc va à l'école. D'abord parce qu'elle est obligatoire, on va le voir, apprend à lire, à compter, et puis apprend à devenir, après un enfant, un adolescent, un adulte. Et l'éducation, l'instruction primaire, aujourd'hui, ça paraît être non seulement un incontournable, mais d'une curieuse banalité.
Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci est relativement récent. Puisqu'en fait, alors je ne sais pas ce que vous avez vu en histoire, mais je vais repartir d'une période qui va vous paraître lointaine. Mais là, il y avait dans le département un peu moins de 200 000 habitants. 195 986. D'accord? Un petit peu moins de 200 000 habitants sur la totalité donc, du département. Mais si on regarde maintenant, parmi ces habitants, ceux qui savaient lire et écrire, ce qui pour vous quand même est quelque chose de banal, comme je disais, eh bien, à cette époque-là, il n'y avait même pas 10 000 habitants sur les 195 000 qui savaient lire et écrire. Ça veut dire que si vous preniez 100 personnes, je ne parle pas des enfants, 100 habitants, sur 100 habitants, il n'y en avait que 5 qui savaient lire et écrire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça veut dire que, qu'en fait, c'est dire qu'ils ne savaient pas lire un journal, ils ne savaient pas donc lire une documentation, etc. Vous voyez bien donc tout le côté pénalisant quand on ne sait pas lire et écrire. Et en plus, quand on ne sait pas lire et écrire, et qu'on n'a pas été donc à l'école, ça veut dire qu'on n'a pas forcément, enfin on n'a pas été amené à réfléchir et à structurer un peu notre pensée. Ça veut dire qu'en plus, ça veut dire que ces gens-là finalement donc j'allais dire étaient assez crédules, enfin pas crédules mais croyaient assez facilement ce qu'on leur disait, puisqu'ils n'avaient pas été finalement habitués à apprendre par eux-mêmes. Donc ça, attention, parce que j'ai conscience que ce sont des sujets peut-être Voilà, donc si vous retenez on l'applaudit. Alors c'est quoi la première chose à retenir? Alors regardez, il va vous interroger. Alors donc sur 100, donc là, en fait, je reformule pour passer d'ambiguïté. Sur 100 enfants, il y en avait 5 qui savaient lire et écrire. Et à la fin donc, du 19e siècle, l'école est devenue gratuite pour tous et obligatoire. Et comme on l'a dit, c'est par l'école que la société a évolué. Ouais, je t'écoute. Exactement, ça c'est important. Exactement. Donc c'est très très bien d'avoir retenu ça. Donc ça veut dire que l'éducation était quasi inexistante, donc au moins dans des régions comme les nôtres. Maintenant, vous allez suivre André parce qu'il lui reste peu de temps. Je voudrais vous donner quelques mots sur la genèse, c'est-à-dire comment ça s'est fait. Donc au sein de l'atelier d'histoire, on avait tous plus ou moins compulsé les documents provenant des délibérations du conseil municipal. Et durant la période du 19e siècle, et constaté qu'il y avait beaucoup de délibérations du conseil qui se rapportaient à la question des chemins vicinaux. Alors la création, la construction, le redressement, la construction des ponts, le financement, et tout ça a donné l'objet de très très nombreuses délibérations. Souvenez-vous de la chanson de Brel. Mon grand-père sur l'impériale, il attendait la guerre, ma mère attendait mon père. Voilà. Et ça, c'est l'impériale. On a ici le cocher, un attelage de 4 chevaux. Et ici, on a une dame qui est sur un âne. Ça s'appelle un âne batté. D'un côté, dans cette panière, sont disposées des marchandises, sans doute, et la dame est assise de l'autre côté. Donc, voilà une des routes les plus importantes que l'on connaisse aujourd'hui, qui est en Amérique du Sud, qui est la route de l'Inca, dont il reste encore beaucoup de vestiges et qui fait 30 000 km. Alors, elle ne date pas du néolithique, même si sans doute elle a commencé au néolithique, elle date plutôt du Moyen-Âge, mais vu son état de conservation, elle est classée au patrimoine de l'humanité par
l'UNESCO. Alors, on va voir, l'atelier d'histoire a fait une exploration pour aller visiter évidemment ce passage. Donc voilà, on se trouve là en Bolivie. Vous voyez, vous avez le panneau, le chemin de l'Inca. Vous voyez, c'est une zone montagneuse, un chemin de pierre, donc destiné évidemment à des piétons et à des animaux. Ici, il y a des berrichons qui se baladent, l'atelier d'histoire qui se balade là-bas. Voilà. Travois avec un cheval. Donc vous avez là 2 perches en bois et 2 traverses qu'on voit mal ici. Et dessus, on met le chargement. Pas que, mais surtout sur des surfaces glacées. Il fonctionne aussi dans certains cas, en descente notamment. La route de l'encens, donc l'encens est produit dans cette zone-là, donc dans le sultanat d'Oman, à partir d'un arbuste qui s'appelle le Boswellia. Voilà la route de la soie, donc la route de la soie là qui elle part vraiment de Chine. Elle a eu différents parcours. Arrive ici et ensuite continue via la Méditerranée, mais aussi à utiliser les voies maritimes. Et, donc voilà la route de Crète. Vous voyez que c'est magnifique, c'est encore pavé. Alors il y a normalement, je ne les vois pas ici, mais dans les descriptions que j'ai pu lire, il y a des écoulements d'eau sur le bord. Donc est-ce que c'est ça? Ça me paraît réduit, mais effectivement sur toute route devrait y avoir de chaque côté des fossés pour faire que l'eau n'y séjourne pas. Enfin, la Crète, c'est quand même une zone montagneuse et un climat pas tellement pluvieux. Donc voilà, avait été construite une route entre Knossos et Gortyn. Là, avec un logiciel de randonnée, je me suis une petite animation là. Il s'agit de la Légion Augusta, qui est la principale légion qui a permis à César de conquérir la Gaule. Alors voilà. Alors une légion, parce que là aussi arrivent des questions. Par rapport aux routes toujours, il faut voir qu'est-ce que c'est une légion. Une légion, vous voyez ici vous avez le détail d'une légion. Il y a la première cohorte ici où il y a les soldats d'élite, et une cohorte est commandée par un ou plusieurs centurions. Les autres ce sont des légionnaires, il y a des légionnaires, il y a des esclaves, et tout ça se déplace. Et ça se déplace, il faut quand même des routes assez larges et en bon état pour pouvoir se déplacer. En tout temps, il ne fallait pas que ça s'embourbe. Et donc, on arrive à la route, à la voie romaine. Voilà le principe de base de la voie romaine. Donc, on fait dans le sol, on fait comment ça s'appelle? Une excavation, oui. Et on vient déposer différentes couches. Donc le 1, ce sont des cailloux tassés, après des amas de cailloux, des moellons agrégés avec du ciment romain. Donc c'est ça. Le ciment romain, c'était à base de sable, mais à base de chaux. Vous savez que la chaux, en faisant chauffer du calcaire, on obtient de la chaux. Mais ça ne fait pas un mortier qui est très costaud. Et les Romains ont développé, le ciment romain est bien connu, parce qu'ils utilisaient en Italie, donc à Rome, ils rajoutaient des cendres volcaniques de la pouzzolane qui renforçaient cet état. Et ici, comme on n'avait pas de pouzzolane, on mettait de l'argile, où on va trouver à peu près les mêmes constituants à base d'aluminium et de silicium. Et ensuite, alors les voies romaines, voilà ce qu'on trouve, les grandes voies romaines. Vous voyez Argenton-Magus, on se trouve ici. On descend vite fait vers les Pyrénées, ça descend tout seul. Et je pense que la conquête de l'Aquitaine, si je me souviens bien, a dû se faire par
par cette route. On va voir un autre plan qui concerne la route Argenton-Bourges. Donc voilà le réseau de voies romaines, enfin grosso modo. Et là ici, par exemple, les voies romaines par l'Enseigne, c'est en 1874. Et ce monsieur l'Enseigne, c'était un agent voyer. Et il a travaillé sur Vesle, c'est-à-dire nombre des voies communales et vicinales de Vesle ont été dressées par l'agent voyer l'Enseigne. La voie centrale est empierrée, donc voilà par exemple une route qui fait 27 mètres. On retrouve un peu les principes de la voie romaine, hein, avec des fossés de part et d'autre. Une chaussée empierrée qui fait 6,50 mètres et deux chaussées en terre sur laquelle visiblement, enfin certainement, se déplaçaient les piétons. Hein, c'est-à-dire que les charrettes roulaient sur le haut du pavé, hein, être sur le haut du pavé, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire, on était là et les piétons, les bouseux, ils étaient sur les bords. Vous voyez, donc 14 routes, mais les grandes routes, c'est Paris-Mayence, Hambourg, Amsterdam. Vous voyez, on voit que ce n'était pas dans les priorités de Napoléon Ier que de faire des routes intérieures françaises. Bien sûr, ça traversait la France. Et ça m'a surpris. Je ne connaissais pas ça. Un coup de corps. Donc voilà donc ça c'est une diligence dans un musée. Bon, c'est à peu près la même chose. On voit le détail sous un autre angle. Vous avez là, les spécialistes des attelages, vous avez des commentaires à faire là-dessus? Non, c'est une sorte de tourelle. Voilà la diligence. Alors ça pourrait être la Wells Fargo, la diligence des États-Unis, mais en l'occurrence, ce qui est écrit dessus, c'est US Mail. C'est la poste. Oui. Et puis il y a déjà les amortisseurs. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Attendez. Alors le postillon avait deux rôles, hein. Conduire l'attelage en montant sur le cheval de gauche, mais il avait le rôle de ramener les chevaux au relais précédent. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Il ramène ses chevaux au relais précédent après les avoir déclés de la diligence. Voilà l'habit du postillon. Voilà le postillon galant. Hein. C'était la fameuse réputation du postillon, hein, qui nous est bien révélée, expliquée dans l'opéra Le postillon et le jumeau. Voilà les bottes du postillon. Alors, ce sont des bottes, on dit qu'elles faisaient 4 kilos, et on les appelle des bottes de 7 lieues. On connaît les bottes de 7 lieues d'après le cours de Perrault et Barbe Bleue, ou je ne sais plus quel truc. Et par contre, 7 lieues, c'était la distance qu'il y avait en moyenne entre deux relais de poste. Ces bottes étaient très résistantes, ça protégeait les jambes des postillons. Et on en trouve, si vous voulez en acheter, on peut en trouver sur eBay et autres. Mais quand même, vu le poids, je ne pense pas que... Ici. Ah, madrone, de la madrone. Mais on verra par la suite, je vais m'en arrêter là, mais on verra par la suite que c'était pas si simple que ça. Parce qu'après, il demande au conseil que cette route qui est directe, vous voyez bien, la route qui est directe là, qui va à Le Quier, lui, il voulait que ça passe par la Madrole, parce que ça l'arrangeait. Et donc, il avait appâté son monde en faisant don, je veux dire, des terres. Mais après, bon, alors là, c'est assez intéressant de voir dans ces délibérations comment tout ce petit monde, tout ce monde réagit et finalement prend quand même à chaque fois, je crois, les bonnes décisions en face de tout. Eh bien écoutez, voilà, je vous propose d'en arrêter là pour le moment. Si c'est toujours intéressant, je préparerai une suite, j'ai quelques éléments pour aller plus loin, mais il y a encore beaucoup de choses à dire.
passé dans un village, tout le beau succès était ravi. Et le cœur de la plus sauvage galopait en croupe avec lui. Oh, qu'il était beau le postillon de logiment. Oh, qu'il était beau, qu'il était beau. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. L'atelier est heureux de vous accueillir cet après-midi pour, j'allais dire, notre séance. Merci, je suis venu vraiment avec beaucoup de plaisir parce que je suis membre de cette société et puis j'ai beaucoup d'amis ici et je n'ai pas hésité une seule seconde à me déplacer, enfin si je peux dire, jusqu'à Vels. Merci aussi d'être venu un samedi après-midi où il fait chaud, il y a beaucoup de sollicitations parce que c'est la journée du patrimoine et de vous déplacer, donc dehors c'est pas la fournaise mais nous allons aller dans la fournaise des forges. Alors pourquoi j'ai proposé ce sujet à la société de Vels? C'est parce que j'ai en chantier depuis trop longtemps un livre sur la naissance de la classe ouvrière dans l'Indre, c'est-à-dire le monde du textile, des manufactures, ce qui m'a amené indirectement à m'intéresser à la famille Balzan, mais qui est un peu postérieur à la période que j'étudie. Et puis je me suis intéressé au monde des forgerons. Alors c'est la classe des forges ardentes qui a été, produit en 1786 ou 87. Cet atlas, l'exemplaire que j'ai pu consulter, a failli être jeté au pilon et c'est quelqu'un qui l'a sauvé de la destruction. À un moment, c'était l'équipement, je crois, allait le faire détruire. Il y a des planches. Les deux paroisses, de ces forges, le paysage industriel qu'elles dessinaient a disparu, puisque là on a encore des cartes postales des hauts fourneaux, mais maintenant tout cela appartient au passé. Qu'est-ce que l'on peut très rapidement en dire? Donc, ils vivent dans la forêt et ce sont des gens qui se déplacent souvent. Donc, ils travaillent selon les nécessités du moment, les demandes de chaque forge dans, le travail, l'embauche, elle se fait oralement, le plus souvent, entre le maître de forge ou son régisseur et l'ouvrier, mais on a parfois la chance de rencontrer quelques contrats notariés d'embauche de ces personnes. Ce qui se ressort, c'est que les conditions de travail sont bien fixées, avec le type de travail que fera l'ouvrier, là, le temps qu'il pourra être mobilisé, l'engagement, je vais revenir, de ne pas quitter son travail si celui-ci n'est pas terminé. Donc il y a un certain nombre de clauses. Il reçoit en général, au moment de l'embauche, s'il n'est pas à la forge, où il va travailler, le maître de forge lui paye son déménagement. Donc, c'est un point. L'un des problèmes que j'ai cherché à voir, c'est celui des maladies professionnelles. J'y reviendrai parce que la mortalité des forgerons est quand même forte. Alors, accident du travail, ça ne fait pas partie de la culture de l'époque d'en parler, ni de parler d'indemnité, ni de parler même
officiellement de cela. Donc on n'en parle jamais. Je l'ai trouvé. D'abord les mariages. L'âge au mariage est assez tardif, mais typique du XVIIIe siècle. 27 ans pour les hommes, c'est assez tardif, mais c'est la moyenne de l'époque. Là. 21 pour les filles, donc là, comme la majorité est à l'époque, la majorité civile est à 25 ans, la plupart des filles se marient mineures. Hein. Là. Mais bon, pour nous aujourd'hui, ça n'aurait pas beaucoup de signification. Voilà. Alors, présent dans les Écritures. Je n'ai pas parlé, mais ils ont, parce que j'ai pas de temps là, ils font beaucoup d'actes notariés pour acheter des prés, une vigne, ils ont un à côté, hein, les forgerons. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les ancêtres, les parents sont pris en charge par les enfants quand ils sont âgés et on les garde. Hein, ça fait partie du code d'honneur qui ne saurait être transgressé. On prend en charge ses parents. Et dans la maison. Ils ne sont pas dans une maison de retraite, ça c'est pour aujourd'hui. Voilà. Parfait. Bien. Merci. Bah écoutez, merci et bravo. Hein. Et encore une fois, donc merci M. Sureau pour votre présentation qui a été, je pense, bien suivi. Tout à fait riche. Oui. Il n'y a pas eu de chahut. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle faisait suite, je pense que c'était Séverine et Gilles qui, il y a à peu près un an et demi, avaient fait une causerie plutôt sur les métiers de la forêt. Oui, avaient donné quelques éléments. Et donc là, ça nous permet de bien comprendre l'enchaînement de ces deux métiers. Totalement hermétique l'un à l'autre. Absolument. ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Tant que cette eau coulera doucement vers ce ruisseau qui borde la prairie, je t'aimerai
Alors, Jean-Louis Loubry, professeur agrégé d'histoire et enseignant à l'université d'Orléans. Alors, voilà, donc je vais faire une très courte présentation, assez générale, hein, parce que je pense que le documentaire que vous allez voir est quelque part une histoire du camp.
Buchenwald, en tout cas perçue par les témoins français qui ont été déportés dans ce camp. Et je me permets de dire, ce que je n'ai pas dit encore à la réalisatrice, que de mon point de vue, alors de professeur d'histoire, je trouve que c'est un excellent documentaire sur le plan historique. Voilà. Donc projeté sur l'écran un certain nombre de photos du camp de Buchenwald. C'est un bouquin qui a été édité récemment. Il y a eu un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps. Ce sont des photos clandestines prises par un photographe. Enfin, il était évidemment prisonnier. Il a eu la chance d'aller au labo de développement des photos parce que les nazis faisaient beaucoup de photos, des gens qui étaient morts, etc. Et puis, un jour, il trouve un appareil photo quelque part, et il a fait 11 photos. Et ce bouquin présente en 300 pages 11 photos. Ça veut dire que pour ceux, on est quelques-uns à aimer la photographie, parler de photos sans les voir, c'est extrêmement émouvant. Et on voit la démarche, il les fait clandestinement, son appareil photo est emballé dans un journal dans lequel il a fait un petit trou, et il fait des photos. Et c'est extrêmement touchant, enfin je vous invite à le consulter. Voilà. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann sind die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor. Dora. Après le bombardement d'août 1943, l'usine de production des V2 de Peenemünde est transférée dans les souterrains du Konstein, en Thuringe. C'est là, dans les tunnels de Dora, que Werner von Braun dirige la production des armes de représailles, les V1, les bombes volantes et les fusées V2. Une quarantaine de galeries deviendront pour plus de 40 000 déportés, dont environ 9 000 Français, ce qu'on a appelé l'enfer de Dora. Il y avait dans l'alcool des parties humaines sur lesquelles on a fait des expériences. Et on voyait les hommes et les femmes qui tombaient comme des mouches parce qu'ils voyaient des cadavres. Ils avaient le culot de nous dire qu'ils ne savaient pas. Alors qu'à 8 km aux alentours, l'odeur des chairs brûlées, ça se sentait, c'était incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je vais te passer la parole, Anis, parce que, et pourtant, ce n'est pas la première fois que j'ai vu ce film. Voilà ce qui s'est passé dans les camps. Voilà ce que les hommes ont subi. Voilà, bon, c'est ça mon travail aujourd'hui. Donc, avec Buchenwald, ce qui s'est passé, c'est d'abord la lecture d'un livre d'Olivier Lalieu, qui travaille au mémorial de la Shoah, qui s'appelle « La résistance à Buchenwald ». Et quand j'ai lu ce livre, quand je me suis rendu compte que ces déportés qui sont déjà dans un état tellement lamentable qu'ils n'en arrivent même plus à penser tellement physiquement, ils sont à bout, comment des gens ont pu résister, tenir tête aux nazis et réussir. Et Buchenwald, vous savez, il y a eu de la résistance dans tous les camps. Il y a eu de la résistance à Auschwitz. Il y avait un groupe de résistance à Auschwitz. Mais à Buchenwald, c'est un petit peu l'emblème de la résistance. Bon, c'était complexe. C'était complexe et j'ai été aidée. J'ai été très très aidée par l'association Buchenwald Dora. Et puis ils m'ont aidée aussi, je dois le dire, sur le plan économique,
parce qu'il fallait aussi réaliser ce film. C'était sur la rampe, on les choisissait. Les femmes, les enfants, les vieillards partaient directement au gaz et on gardait les juifs qui pouvaient être aptes au travail. Et justement, le travail, c'est ce qu'on demandait dans les camps de concentration comme celui de Buchenwald. Il y avait beaucoup de jeunes hommes, enfin d'hommes plutôt jeunes, qui étaient là pour travailler dans les commandos. Je ne sais pas si vous avez compris. Et les camps dits de concentration étaient aussi des camps de mort, mais des camps de mort lente, c'est-à-dire qu'on exploite la force de travail de l'individu souvent jusqu'à la mort, quoi. Et la solidarité intervenait justement dans ces groupes de résistance. Et l'horreur et la beauté de la solidarité et de l'amitié. Et j'ai la chance je trouve quelquefois que je suis privilégiée de pouvoir rencontrer ces hommes et ces femmes, parce que j'ai travaillé sur les femmes aussi. Vous avez vu ces hommes, vous les avez entendus. Moi, je les ai vus, j'ai beaucoup plus longtemps que vous, je leur ai parlé beaucoup plus longtemps que vous. Et je trouve que ces hommes sont magnifiques et que j'ai beaucoup de chance de les avoir rencontrés. Et oui, il y a eu des liquidations. Ben oui, il y avait, comme à la Libération. Parce qu'il y avait des traîtres. Parce qu'il y avait des types qui étaient à la solde des SS. Parce que quand on est à bout, quand on a faim, quand on est malade, pour un bout de pain, on ferait n'importe quoi. Pour une soupe en plus, on ferait n'importe quoi. Donc on ne peut pas non plus juger. Mais bien sûr. Effectivement, Buchenwald, c'est pour le département de l'Inde, disons, la figure la plus importante, en fait, lorsqu'il est revenu avec des responsabilités importantes au niveau du département. Mais auparavant, je voudrais quand même vous féliciter pour la qualité de... Merci pour... c'est pas moi qu'il faut... Oui, bien sûr. Et le maître mot, moi je pense effectivement pour la survie de ces déportés, c'est le mot solidarité. Sans la solidarité, la plupart n'auraient pas pu vivre jusqu'au bout. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est à Buchenwald, peut-être que je confonds avec un autre camp, et on avait créé le pain de la solidarité, c'est-à-dire que chaque déporté, lorsqu'il recevait sa pitance, devait en donner un dixième. Alors, j'ai un témoignage dans mon livre là où il raconte ce déporté. On revenait avec ce morceau de pain qui était réservé pour les plus fragiles que nous, les plus faibles encore que nous qui étaient dans le camp. Oui, c'est beaucoup d'émotions et surtout après les témoignages qu'on vient d'entendre, je pense que je ne suis pas du tout à la hauteur, mais je vais essayer de vous raconter tout simplement. Voilà. Ma grand-mère a toujours m'a laissé un souvenir inoubliable. Et je vous assure, vous parliez de témoignages dans ma famille, on sait ce que c'est que la résistance et les camps de concentration. Voilà. Je tenais à vous dire ça. Bien, écoute, merci Janine. Si tu as encore quelques mots à rajouter. Je ne sais pas, c'est confus, c'est tout à la fois, oui, c'est beaucoup d'émotions. Bien. Je demande à chacun de réfléchir. Ne nous laissons pas intimider par le racisme, par le populisme, par toutes ces choses-là. Attention, Hitler est venu au pouvoir, crise économique, racisme. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et on voit actuellement une recrudescence de ces idées, de ces idéaux, dans le monde entier, mais en particulier en Europe. Et je dirais tout simplement, moi j'étais tout jeune dans la résistance, je n'ai pas de mérite particulier à ça parce que ma famille était dedans complètement. Mais attention, pourvu que ça ne se reproduise pas. Triangle rouge à Buchenwald, il y en a un certain nombre, ainsi que le tunnel pour le Reich, là, que je vais m'empresser de prendre, parce que j'ai vu des extraits et c'est vrai qu'il est magnifique. Voilà, et puis les autres, eh bien, ça concerne voilà, le château les Américains. Il y en a qui l'ont pas depuis le temps. C'était mon premier film sur la base américaine de Château. Voilà, et encore une fois, je tiens à remercier Alice pour son travail.
d'être venu et j'espère que tout le monde a apprécié. Ça a été une chose, on va dire, exceptionnelle. Merci.